Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel atelier du Club Présidial Initiative. Donc aujourd'hui, nous recevons différentes personnes pour vous parler principalement de l'accompagnement et du parcours de soins du patient diabétique. Comme vous avez pu le voir dans les invitations que vous avez reçues au niveau du Save the Date, nos intervenants sont les suivants. Donc, Nicolas Veidich qui représente la Fédération française des diabétiques, Coralie Lefebvre qui représente la start-up Diapimed, Aline Cheminot qui est de l'autre côté de l'écran, qui représente la société Color Ma Vie, et enfin Rémi Bonas qui représente la société Diet Sensor. Donc, sans plus attendre, je vais passer la main à notre premier intervenant, Nicolas Veidich. Avant ça, j'en profite pour vous dire que dès que vous avez une question, n'hésitez pas à la poster dans le chat et on la relaiera à la fin de la présentation. Et puis on fera une petite séance de questions-réponses entre chaque présentation et peut-être une un peu plus grosse à la fin de l'intégralité des présentations. Hop, je mets juste en place le PowerPoint qui va bien. Hop. Je vous en prie. Bonjour à tous, bonjour à tous. Écoutez, merci à Présidial pour cette invitation, merci à vous d'être présents aujourd'hui. Donc, je suis Nicolas Veidich, je suis docteur en sociologie et je suis aujourd'hui responsable du Diabète Lab à la Fédération française des diabétiques. Et l'objectif de ma présentation, c'est de vous présenter rapidement ce qu'est le Diabète Lab et puis quelques bouts de résultats qui sont associés au parcours de soins, aux difficultés rencontrées par les patients, notamment dans tout ce qui a trait à l'activité physique et à la nutrition. Donc, le Diabète Lab, c'est une structure qui a été créée par la Fédération française des diabétiques, donc la Fédération française des diabétiques qui est agréée depuis 2007 par le ministère de la Santé. Le Diabète Lab est composé d'une équipe qui est pluridisciplinaire, je la présenterai juste après. Il y a depuis 2016 qu'il existe à peu près 40 enquêtes qui ont été réalisées, des appels à participation qui sont portés auprès des patients diabétiques de façon régulière, et des partenariats qui sont variés, beaucoup de partenariats avec des acteurs industriels, mais aussi des partenariats avec les autorités de santé. Et puis évidemment, c'est un organe de recherche qui se situe en lien surtout avec les patients, les proches, mais aussi des professionnels de santé. Donc au niveau de l'équipe, on est 4. Bon, il y a moi que je me suis présenté. Il y a également Colline Pascal qui est chargée de communication et d'expérience patient. Notamment, elle a fait des très très beaux posters que vous avez peut-être vus à la SSD. Il y a Colline L qui est doctorante en psychologie et qui est psychologue de la santé également à côté, qui nous permet de un petit peu mieux quadriller le côté bio-psychosocial, surtout sur le côté psychosocial. Et puis Chloé Olivella qui est designeuse en innovation sociale et santé. Et je travaille notamment avec elle sur tout ce qui est entretien collectif. Elle fait de magnifiques infographies. Au niveau des missions du Diabète Lab, d'abord, c'est de la production de connaissances, parce qu'on se rend compte que la vie quotidienne des patients diabétiques n'est pas forcément toujours très bien comprise, les usages et les appropriations, notamment des différents traitements. On a aussi l'objectif de produire des connaissances qui sont à partir de données empiriques. Et là, on contraste par rapport aux études cliniques, où on a des patients qui sont bien suivis dans un milieu qui est extrêmement structuré. C'est un peu comment ça se passe dans la vie quotidienne. Évidemment, il y a une mission aussi du Diabète Lab qui est d'apport au plaidoyer de la fédération, et notamment de faire en sorte qu'il y ait une participation à la démocratie sanitaire, avec notamment
des choses qui sont importantes pour les patients. Un point qui est extrêmement important pour moi et que j'ai un petit peu modifié par rapport à quand je suis arrivé, c'est le respect des volontés des patients. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté, enfin on va dire que jusqu'à présent, on a tendance à toujours demander à ce que le patient soit autonome. Et je pense que c'est important de prendre en compte le fait qu'il y a des patients qui n'ont pas envie d'être autonomes et que le plus important, c'est de respecter la volonté des patients et de leur diversité. Une des missions qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'évaluation des dispositifs médicaux et des services. Et puis, de façon générale, défendre et protéger tous les patients. Donc, ça reste de la recherche un petit peu engagée. Ouais, tac. Donc sur les grandes thématiques de recherche, je pense qu'on peut le classifier de façon un petit peu simple sur 3 axes. Le premier grand axe, c'est tout ce qui concerne en fait les PROMS, donc les Patient Outcomes, ce qu'on appelle généralement la qualité de vie, même si ça va un petit peu plus loin que la qualité de vie. Mais par exemple, on fait une étude justement qui s'appelle PRODIAM sur les différents indicateurs de qualité de vie, avec qualité de vie générale mesurée par le Q5D. Après, on a aussi des indicateurs de qualité de vie spécifiques tels que la DDQL. On a aussi l'évaluation de toutes les conséquences psychologiques. Je pense qu'en ce moment, on travaille pas mal avec le HDS ou le PHQF. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est fardeau de la maladie qui est extrêmement important. J'utilise le TBQ. Et puis tout ce qui va être adaptation des patients à la maladie. Plusieurs études qui étaient là-dessus. Une deuxième grosse thématique de recherche qui concerne plutôt le parcours de soins des patients diabétiques, surtout celui des patients diabétiques de type 2, parce que c'est un petit peu moins borné, on va dire comme ça, avec la problématique d'accès aux soins, de comment ça se passe dans les différents services de santé et les rencontres, les interactions qu'il peut y avoir avec les différents professionnels de santé. Et puis, une dernière thématique que j'affectionne tout particulièrement, c'est tout ce qui a trait en fait à l'évaluation des dispositifs médicaux. Donc là, cette dernière année, c'était beaucoup sur les dispositifs de boucle fermée hybride, notamment la Tandem avec le contrôle IQ et la SmartGuard de chez Medtronic avec la 780G, et lecteurs de glucose en continu. Il y a eu des études qui ont été faites sur le Freestyle 2, là il y a le Freestyle 3 qui sort, un petit peu aussi sur les applications mobiles, et puis sur la télémédecine, ce qui a aussi occupé 3 études, dont une sur l'évaluation du programme de télésurveillance ETA qui a été présenté à l'ANCT. Le diabète au niveau des méthodologies, en fait, on a 2 types de méthodologies qu'on peut utiliser de façon un peu habituelle en recherche. D'abord, celle qui est principalement issue des sciences humaines, donc les méthodes qualitatives. Et puis, celle dont on a plus l'habitude, en tout cas en sciences médicales, c'est les méthodes quantitatives. Donc, on va choisir un type de méthode en fonction du projet, en fonction de la pertinence qu'il peut y avoir. Alors que l'intérêt des méthodes qualitatives, c'est que ça vous permet de comprendre pourquoi ce que vous pouvez avoir un résultat, mais on travaille sur des échantillons qui sont plutôt faibles. Sur les méthodes quantitatives, l'intérêt, c'est que vous avez des échantillons qui sont beaucoup plus importants, avec potentiellement des possibilités d'extrapolation. Mais par contre, vous posez des questions et vous ne savez pas toujours pourquoi est-ce que les patients ils ont répondu comme ça. Donc les 2 méthodes sont assez complémentaires et il arrive même qu'on fasse des projets de recherche en mix méthode. C'est-à-dire qu'on commence par une phase d'évaluation qualitative et puis ensuite, ça se traduit par la création d'un questionnaire quantitatif. C'était le cas notamment sur une étude qui sera prochainement publiée dans le médecine et maladies métaboliques, sur l'impact de la maladie rénale chronique sur la qualité de vie des patients atteints d'un diabète de type 2. Je tiens à le dire parce que je pense que c'est quand même important. En fait, le diabète est en conformité avec la méthodologie de référence NR004, donc on n'est pas dans la loi Jardin, donc on n'est pas obligé de passer devant un CPP, ce qui est super chouette. Mais par contre, il y a quand même une analyse d'impact qui a été faite avec un process de sécurisation des données, une anonymisation, etc., etc. Et évidemment, on s'inscrit dans le RGPD. Donc je pense que c'est toujours important de le rappeler. On a au niveau du Diabète Lab un site qui est dédié, si vous tapez Diabète Lab sur Google, vous tomberez directement dessus avec plusieurs catégories. Le magazine, typiquement dans le magazine, on a mis les posters publiés à l'SCP, les différentes études, ça correspond à des synthèses plutôt adaptées au capital socio-économique et culturel et au niveau de littératie des patients, des mémos, on a un petit peu moins actualisé, puis les appels à la participation, notamment pour les études quantitatives. Et aujourd'hui, il y en a une qui est en cours, qui est sur les besoins en services de santé et dispositifs non remboursés chez les patients diabétiques de type 1 et de type 2. Et puis, au niveau des valorisations, on fait des choses qui sont assez variées. Là, je vous ai pris l'exemple d'une étude qui s'appelait l'étude CALI, qui était sur l'évaluation de l'impact de l'insuffisance cardiaque chronique sur la qualité de vie des personnes atteintes d'un diabète de type 2. Et bien, cette étude-là a fait l'objet d'un poster à la société qui a été présenté à la ICD, un article dans la revue professionnelle Cordiam, d'une infographie que je trouve extrêmement chouette. Je pense que ça s'adresse à pas mal de monde. Et puis aussi, quelque chose qu'on fait assez souvent, et ben, en fait, c'est la participation aux demandes d'évaluation de la haute autorité de santé du point de vue patient. Donc, en fait, grâce aux données qui sont corrigées dans les différentes études, ça permet de nourrir un petit peu l'argumentaire qu'il peut y avoir. Là, en l'occurrence, c'était d'essayer de caractériser, de montrer à quel point est-ce que l'insuffisance cardiaque chronique pouvait avoir un impact sur la qualité de vie des patients. Et le résultat est surprenant, mais je ne peux pas vous le détailler maintenant. Donc, allez voir sur le site du Diabète Lab.
Voilà, j'ai passé une série de transition. Bon, il y a une partie qui est évidemment d'intérêt pour beaucoup de monde, c'est celle sur le parcours de soins des personnes atteintes d'un diabète de type 2. De façon générale, en fait, quand on regarde un peu les définitions du parcours de soins, c'est quelque chose qui est assez simple. L'enchaînement des rencontres des patients avec différentes compétences professionnelles liées aux soins, les consultations, les actes techniques, etc., etc. Et quand vous vous reportez aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, bah, effectivement, vous voyez que sur le parcours de soins du patient diabétique de type 2, bah, c'est assez simple. Repérage, diagnostic et prise en charge initiale, prescription et conseil d'inactivité physique adapté en 2, prescription et conseil diététique en 3, initiation d'un traitement par insuline en 4, et puis bah, éventuellement la découverte d'une complication, ce qu'on n'espère pas. En revanche, quand on interroge un petit peu les patients, on se rend compte que le parcours de soins il est loin d'être aussi linéaire. Alors, je vous en ai fait une représentation linéaire parce que c'est compliqué de faire des schémas dans tous les sens, mais on se rend compte qu'il ne correspond pas tout à fait à ce concept aussi simpliste de la HAS. Et donc, sur les quelques points qu'on peut trouver en tension sur le parcours de soins, je vous propose qu'on se situe juste sur la période qui se situerait après le diagnostic du diabète et avant le déséquilibre qui amènera un passage à l'insuline, voire à la découverte des complications, notamment sur des problématiques qui sont souvent rencontrées par les patients sur un début de parcours de soins. C'est la mauvaise compréhension des règles hygiéno-diététiques, la problématique de l'activité physique, la mauvaise compréhension des traitements, et puis de façon plus générale, en fait, la mauvaise compréhension du diabète. Et un point que je trouve déjà intéressant et que je positionne à ce niveau-là, c'est que, en fait, quand on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau du parcours de soins et quand on les interroge, là où, selon la Haute Autorité de Santé, on va avoir effectivement les règles hygiéno-diététiques, dont l'alimentation et l'activité physique positionnées en début de parcours de soins, on se rend compte qu'elles se situent plutôt, on va dire, peut-être pas en fin de parcours de soins, mais enfin, en tout cas, au moment où le diabète est bien déséquilibré, où généralement les patients sous insuline, pour une raison très simple, c'est quand les patients vont à l'hôpital qu'ils ont accès à ces formations-là. Alors pourquoi? Je n'ai pas trouvé de meilleur titre que l'homme, parce que quand on regarde l'assurance maladie, c'est bien marqué, le diabète et l'alimentation au quotidien, c'est considéré comme un fondamental, ou un fondamental, bon, bref, un fondamental. Sauf qu'on peut prescrire une alimentation, c'est quelque chose qui est connu et reconnu, mais sauf que ce n'est pas remboursé. Donc en fait, on dit aux patients, allez voir un diététicien, sauf que les patients, déjà, ils ne savent pas qui consulter, et en plus de ça, il faut qu'ils déboursent de leur poche des sommes parfois importantes, ce qui peut poser en plus de problèmes chez les patients qui n'arrivent pas beaucoup longtemps. Donc de fait, l'accessibilité de la nutrition, c'est quelque chose qui est assez compliqué chez les patients. Alors, ça pose plusieurs problèmes. Quand on interroge un petit peu les patients, par exemple, on a Bernard, qui était diabétique de type 2, il dit, lui, il a mis 10 ans à comprendre quel était l'impact de la nutrition sur le diabète, parce qu'il a mis 10 ans à avoir les premiers cours sur l'alimentation. Et un autre paradoxe que je trouve assez intéressant, et ça c'était un verbatim qui est extrait d'un entretien avec un médecin généraliste, un professeur de médecine générale et sociologue aussi également, c'est qu'on dit aux patients de faire attention à leur alimentation, on dit tout au long du parcours, sauf qu'il y a quand même aussi un phénomène, c'est que la diététique c'est efficace au début, c'est toujours important à la fin, mais ça l'est un petit peu moins. Et donc en fait, on est dans ce paradoxe, on dit aux patients de faire attention à leur alimentation, on ne leur propose pas les armes, mais quand ça commence à être moins important pour eux, on leur dit qu'il faut faire de l'alimentation. Donc c'est pas tout à fait idéal en termes d'évolution du diabète. Évidemment, le fait qu'il n'y ait pas d'information sur la nutrition, ça pose d'autres problèmes, et c'est notamment les problèmes des représentations qui sont associés au traitement du diabète, et au traitement, notamment au traitement médicamenteux. Parce que comme les patients ne sont pas très bien informés sur quel serait l'impact positif de l'alimentation sur la gestion du diabète, qu'est-ce qu'ils vont reporter au niveau de leur confiance? C'est sur les différents traitements. Et donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que les patients, ils mettent plusieurs années avant de comprendre qu'en fait, les traitements, ça ne suffit pas. En l'occurrence, j'étais obligé de me rendre compte que la chimie, ça ne suffit pas. Donc il a fallu plusieurs années, il a fallu qu'il y ait ces consultations pour que les patients se disent, oui, en plus des antidiabétiques oraux, en plus de l'insuline, il faut éventuellement faire attention à son alimentation. Et c'est également le sens du verbatim de Mme D qui dit bien, qui est atteinte de diabète, d'hypertension et de maladie rénale chronique, que ce qui lui fait un petit peu changer la donne, c'est de faire attention à son alimentation. Et en fait, on se retrouve dans cette situation, il y a des patients qui sont de façon générale qui ont une de mauvaise compréhension du diabète, de l'alimentation, ce qui va induire des fausses croyances et notamment une fausse croyance très importante que les médicaments permettent de guérir, ce qui n'est pas le cas. Et finalement, l'alimentation et l'activité physique, ils ne sont pas vus comme des compléments, mais comme des choses complètement à côté qui pourraient être secondaires, alors que la science maladie disait bien que c'est des fondamentaux. Je place ici, alors c'est vrai que certains patients atteints d'un diabète de type 2 qui auraient accès, qui seraient sous insuline, mais ça concerne peut-être plus les diabétiques de type 1, mais je pensais que c'était important de l'évoquer. De la même façon, si une immunothérapie fonctionnelle, les patients sont interrogés, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive assez tardivement dans le parcours de soins, avec pourtant des retours qui sont extrêmement positifs. Ça, c'est par exemple le sens du témoignage d'Annick, qui dit qu'elle n'avait pas compris pourquoi est-ce qu'on n'avait pas parlé plus tôt. Et pour la petite anecdote, Annick,
Il y a eu une première formation en 2017, mais la formation qui lui a vraiment permis de se réapproprier cette insulinithérapie fonctionnelle, et c'est pareil pour Martin, c'est quand ils sont passés en boucle fermée hybride. C'est-à-dire que là où il aurait pu y avoir un bénéfice seul de l'insulinithérapie fonctionnelle, le système de santé, l'organisation des soins, a fait qu'ils l'ont eu qu'à partir du moment où ils sont passés sur un dispositif avancé. C'est toujours un petit peu compliqué de se dire que les supports de connaissances qui interviennent en même temps que les dispositifs médicaux, voilà, on pourrait peut-être un petit peu mieux séparer. Bon, de façon générale, les patients, quand ils font l'insulinothérapie fonctionnelle, ils sont plutôt très contents, notamment parce que ça leur permet d'adapter leur maladie à la vie quotidienne. L'insulinothérapie fonctionnelle, ça permet c'est de la nutrition plus, hein, ça permet de bien comprendre aussi la maladie. Et puis, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est de façon générale proposé de façon un petit peu tardive. Mais bon, et sur l'activité physique adaptée, j'ai mis un LOL 2 parce que j'avais toujours pas de titre, parce que c'est exactement la même chose, et surtout qu'on a mis il n'y a pas longtemps la possibilité d'avoir une loi qui ouvre le sport sur ordonnance à un plus grand nombre de bénéficiaires. Mais en fait, c'est comme pour l'alimentation, c'est prescrit depuis longtemps, mais il n'y a pas de remboursement. Et en plus de ça, les acteurs, ils ne sont pas forcément bien identifiés. Donc ça va être exactement les problématiques, c'est-à-dire qu'on va dire aux patients de faire de l'activité physique, sauf que, comme c'est pas remboursé, qu'il n'y a pas d'acteurs identifiés, ils ne font pas d'activité physique. Et alors ça pose plusieurs problèmes. Je vous prends l'exemple de M. D. Bon, lui, il a un pied diabétique, hein, ça se voit un petit peu. Et puis il a aussi une maladie rénale, puis entre-temps, il a été amputé. Lui, typiquement, l'activité physique, ça aurait été extrêmement intéressant. Sauf qu'il a une petite neuropathie, il a des mal quand il marchait. Sauf qu'il n'a jamais fait d'activité physique adaptée, donc on lui dit marcher. Sauf qu'il ne sait pas quoi faire en adapté. Donc en fait, le patient n'a jamais marché, aujourd'hui, il est sous dialyse. Autre exemple, celui de Madame Léo, que je trouvais ça intéressant. Parce qu'elle n'est pas la seule. Les patients qui rapportent ce que nous, on monde de la douleur, on a plus, quand je travaille sur la douleur, la kinésiophobie, donc la peur du mouvement, normalement c'est lié à la douleur, mais là ça pourrait être lié à autre chose. On est sur une population qui est plutôt âgée, des patients qui ont parfois les hanches fragiles, des prothèses de hanches, des prothèses de genoux. Des patients qui ont peur de bouger. S'il n'y a pas de proposition d'activité physique adaptée, ces patients-là, c'est pas parce qu'on leur prescrit du sport qu'ils vont aller faire du sport, parce que de toute façon, ils ont peur de bouger. Donc, la prescription d'activité physique, c'est quand même extrêmement important parce que ça pourrait permettre de lutter contre la kinésiophobie, remettre les patients en mouvement, permettre de diminuer les problèmes compliqués, etc., et in fine, d'éviter les complications. Mais je rajouterais quand même un point que je trouve extrêmement important, c'est que quand on prescrit et qu'on ne propose pas de solution, et que le patient ne fait pas, après on va les mettre dans les dents, je vous prie d'excuser pour cette expression, et c'est quelque chose qui va renforcer la stigmatisation et qui du coup va altérer la qualité de la relation entre les soignants et les patients. Donc pour moi, extrêmement important. Un point que je trouvais important et que j'ai un petit peu mis dans l'activité physique, parce que c'est un petit peu lié, mais ça pourrait être aussi dans la partie alimentation, c'est les lecteurs de glycémie et les capteurs de glucose. Parce que ce que je trouve assez intéressant, c'est que ces dispositifs ils sont uniquement prescrits pour limiter le risque d'hypoglycémie. Typiquement, c'est quand il y a des hypoglycémiants qu'on met des lecteurs de glycémie et le passage à l'insuline en multi-injection pour les capteurs de glucose en continu. Sauf que pour les patients, certes, ça permet de limiter les hypoglycémies, mais surtout, ça leur permet pour la première fois de comprendre comment est-ce que varie leur glycémie en fonction de leur nutrition et de leur activité physique. Ça leur permet de savoir où est-ce qu'ils se situent entre deux prises de sang. Et en fait, c'est peut-être intéressant aussi de se poser la question de comment est-ce qu'on peut repositionner ce type d'outil dans un parcours de soins pour favoriser la compréhension des mécanismes de l'activité physique et de la nutrition sur l'équilibre glycémique des patients. Voilà, je vous fais la conclusion rapidement pour ne pas dépasser. Donc, le diabète, vous avez bien compris. Une étude qualitative, une étude quantitative, avec 3 gros axes de recherche qui a été dit, parcours de soins et dispositifs médicaux, des études qui servent tant pour les patients et les professionnels de santé, enfin en tout cas on espère, et puis également pour nourrir le plaidoyer et de la Fédération française diabétique auprès de la Haute Autorité de Santé notamment, qui est également le CEPS. Et au niveau du parcours de soins, la problématique que j'ai essayé de vous exposer, alors vraiment très rapidement, qui était identifiée, c'était celle de la formation d'activité physique adaptée en nutrition et en éducation thérapeutique du patient qui est trop tardive, qui arrive plutôt en fin de parcours de soins. Le fait que ces éléments qui devraient plutôt être en début de parcours de soins arrivent à la fin, ça a plusieurs conséquences. La mauvaise compréhension des règles hygiéno-esthétiques, l'activité physique qui devient difficile selon l'état de santé, la mauvaise compréhension des traitements, la mauvaise compréhension du diabète, et j'aurais pu le détailler, mais aussi, in fine, l'isolement qu'il peut y avoir chez certains patients. Et du coup, sur ces bilans-là, il y aurait peut-être des solutions. Pourquoi pas repositionner l'APA et la nutrition dans le parcours de soins? Alors évidemment, il faut trouver aussi des modèles économiques qui fonctionnent, mais ça peut être quand même une des choses qui sont incitatives. Le remboursement de l'APA et de la nutrition, je pense que c'est quand même un point qui est important, plus que d'élargir aux personnes qui ne sont pas en ALD avec juste une prescription. Bref, là c'est politique, c'est plus mon rôle. L'utilisation des capteurs de glucose en continu, éventuellement en formation ETP, et puis pourquoi pas un accès anticipé aux lecteurs de glycémie pour que les patients aient une meilleure connaissance de leur diabète. Et donc je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation complète.
Alors, j'ai vu qu'on avait une petite question dans le chat. Je vais juste passer sur ma fenêtre. Hop, je remonte. Alors, donc, Jean-Baptiste Bescar vous demande, est-ce que vous êtes au courant du projet Pémédial porté par le professeur Marc Bayen en médecine générale, en lien avec le professeur Fontaine et le professeur Glowaski, sur ces thématiques de PEC, nutrition, activité physique, plus autres, en ambulatoire. Les connexions pourraient être. Non, je n'en ai pas connaissance. Donc, les connexions peuvent être faites. Après, je rebondis sur la question, mais si c'est en hospitalier, en fait, pour moi, la problématique, elle est plus qu'en fait, on propose des services d'activité physique et de nutrition quand les patients ils arrivent en circuit hospitalier. Et ce qui serait vraiment, je pense, une révolution, en tout cas, qui permettrait de modifier un petit peu cet écart, c'est de proposer ça avant que les patients ils arrivent dans les services hospitaliers. Après, c'est toutes les projets de coordination ville-hôpital. Mais tant qu'on reste avec des propositions d'accompagnement qui sont hospitalo-centrées, j'ai un peu de mal à voir comment est-ce qu'on va pouvoir endiguer cette problématique de l'accès tardif. Voilà, je vais un peu plus loin, il y a des conditions. Alors, excusez-moi, du coup, je rebondis, hein, Jean-Baptiste Bescar. Je pense vraiment que de ce que j'entends, il y a des opportunités en ambulatoire, notamment au niveau du département de médecine générale, d'ici de la faculté de médecine de Lille, avec un réseau de médecins investigateurs. Ils sont en place. Le projet, à tous ses débuts, il a été accepté pour financement Respire pour la recherche clinique en médecine générale et va débuter prochainement. Voilà, s'il faut faire des connexions, je connais très bien Marc. Il y a peut-être des opportunités à discuter. Voilà, pour justement aller vers l'ambulatoire précocement, comme vous l'avez souligné. C'est le professeur Van Berg qui intervient. Je vais prendre le relais du professeur Fontaine. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que dans votre intervention, que l'activité physique, l'éducation thérapeutique et la nutrition est proposée trop tardivement. Ça fait partie quand même des bases principales de la prise en charge du diabète. La question est quand même les modalités et les moyens d'y accéder. Parce que on sait que pour toute patient diabétique, le primum bovas, c'est quand même l'éducation thérapeutique. Et effectivement, on sait très bien que les patients qui sont pris en charge dans les services hospitaliers ou les diabétologues n'ont pas le même accès aux patients qui ne voient pas ni le diabétologue et qui ne voient que le médecin traitant. Mais je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand on dit que c'est quelque chose qui est fait trop tardivement. C'est fait quand même très précocement. Le problème, c'est l'organisation de la nutrition, c'est l'organisation de l'activité physique, c'est ça qui pose souci. Je crois que les médecins généralistes sont suffisamment, et je fais suffisamment d'interventions, et j'en fais encore une ce soir avec une trentaine de médecins généralistes sur le diabète de type 2, comment est-ce qu'on peut organiser? Le problème, c'est la difficulté pour eux de mettre en place ça. Et je crois que c'est quand même ça, parce que tout le monde est quand même convaincu que c'est quand même ce qui marche le mieux dans la prise en charge du diabète. Après, comment est-ce qu'on fait en pratique, c'est différent. Oui, alors moi, pour aller dans l'autre sens, j'ai un biais sur les études qualitatives, c'est que j'interroge des patients qui sont diabétiques depuis longtemps. Donc, quand voilà. La personne elle a attendu 10 ans, donc c'était qu'il y a au moins 20 ans à peu près, parce que c'est déjà 10 ans de plus voilà. que j'ai diabétique. Donc, j'ai ce biais-là qui compte. Après, sur l'éducation thérapeutique, j'avais fait le calcul uniquement sur la région Grand Est, je n'avais pas trouvé sur Lille et j'avais les données sur Paris. Bon, l'accès à l'éducation thérapeutique des patients chez les diabétiques, c'est 2,79% sur l'année 2022. Quoi. Ça fait moins d'accès à l'éducation thérapeutique que ce qui est diagnostic chaque année. Avec un autre biais, mais ça qui est chez les sociologues, c'est que les patients qui accèdent à l'éducation thérapeutique, entre guillemets, je vais vous dire, c'est ceux qui en ont le moins besoin, c'est-à-dire que c'est des patients avec un capital socioculturel extrêmement important, et donc du coup, vous avez une accumulation des inégalités sociales de santé à ce niveau-là. Mais cela dit, c'est vrai que ça existe. Alors après, la question de la sensibilité des médecins généralistes, je vous ai donné les verbatims d'un médecin généraliste que j'ai interrogé, il s'en est qu'un, j'en ai conscience, mais c'est un médecin que j'aime énormément et qui, je pense, a une grosse expertise sur ce domaine. Il disait quand même que la problématique, c'est que les médecins généralistes, il y en a déjà pas suffisamment, ils sont souvent overbookés, et après, ça pose la question de est-ce que c'est à eux, est-ce qu'ils ont le temps, les moyens, les ressources financières également, de prodiguer des conseils en activité physique et en nutrition à leurs patients. C'est surtout ça la question.
Parce que, par exemple, vous donnez l'exemple de l'insulinothérapie fonctionnelle. Aujourd'hui, tous les diabétiques de type 1 ont l'insulinothérapie fonctionnelle. Quand on les a éduqués à l'insulinothérapie fonctionnelle, on voit très bien que c'est une maladie chronique et que les choses, elles s'épuisent avec le temps. Et qu'aujourd'hui, quand on met la boucle fermée, quand on regarde combien de diabétiques de type 1 font l'insulinothérapie fonctionnelle, vraiment, alors que beaucoup ont quand même été éduqués, finalement, il n'y en a plus que 30%. Donc, la difficulté, c'est effectivement que c'est une maladie chronique, qu'il y a des choses qui doivent être répétées, la répétition. Et effectivement, pour les médecins généralistes, comment est-ce qu'on va organiser cette prise en charge? C'est ça la difficulté, c'est l'organisation en dehors de l'hôpital, en dehors des services de diabétologie. Et je pense que dans le parcours, dans le Diabète Lab, c'est pas forcément, c'est des patients qui sont quand même, c'est pas les mêmes patients que les patients qu'on voit dans la plus grande partie. C'est des patients qui sont quand même sensibilisés. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit très bien qu'on ce qui fait que les résultats que je livre sont encore pires. Effectivement, vous avez raison, on a tout à fait une surreprésentation de personnes avec un fort niveau d'itération de santé. On a des patients qui sont très des patients. Mais en revanche, quand vous avez ce type de profil de patients qui vous répondent qu'ils n'ont pas accès à la nutrition et à l'activité physique des années, ça pose quand même la question de pour tous les patients qui ne sont pas dans le système de santé aujourd'hui. Mais moi, je suis d'accord avec vous, il y a une problématique d'organisation des soins. Je sais qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Ce que je vous livrais là comme réflexion issue sur des données qualitatives, donc bien sûr soumise à problématique d'extrapolation, c'est qu'il y a une difficulté d'organisation et que malheureusement, les retours qu'on a aujourd'hui au niveau du diabète, c'est qu'il n'y a pas un accès qui est suffisant. Sur la insulinothérapie fonctionnelle, c'est questionnant parce que pour le coup, les études sont sur les dispositifs de boucle fermée hybride avec des patients qui sont plus jeunes, enfin en tout cas sur le diabète les moins anciens. Je n'en ai pas interrogé tant que ça, en plus, c'est-à-dire que nous, on parle de centres investigateurs qui sont des centres investigateurs hospitaliers d'excellence, puisque ça a été les premiers à avoir accès à la boucle fermée hybride. Je ne sais pas tous les patients que j'ai interrogés qui avaient déjà fait une insulinothérapie fonctionnelle. Alors après, moi, je serais très intéressé si vous aviez des données à nous communiquer sur le pourcentage de patients qui ont eu accès à de l'activité physique adaptée, un bilan nutritionnel et insulinothérapie fonctionnelle. Si vous avez ces données-là, c'est vraiment beaucoup d'intérêt pour moi. Et je vous en remercie d'avance. La problématique, c'est les patients qui vont à l'hôpital. Ces patients, ils ont accès, un peu les patients qui vont en ville, dans certains cabinets, puis après, c'est les autres. Hein. C'est ça la difficulté. Les médecins traitants sont vraiment, je pense, de bonne volonté, mais effectivement, comme vous dites, ils sont débordés, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la disponibilité parce que quand vous voyez un nouveau diabétique, et ben vous avez, moi, quand je vois un nouveau diabétique, c'est 45 minutes, hein, je ne sais pas faire en dessous. Voilà, donc effectivement, c'est l'organisation. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, les consultations diététiques, elles sont payantes. Donc, c'est effectivement une grande partie de problématiques d'organisation de soins, de prise en charge qui n'est pas organisée, qui font qu'un certain nombre de patients n'ont pas accès à l'activité physique, à tout ça, à la nutrition, quoi. Bon, d'accord, c'est super. Merci pour ces premières questions et remarques qui sont passionnantes. Je vais peut-être reprendre une question dans le chat et puis après on enchaînera. Une question d'Isabelle Tétard. Connaissez-vous les dispositifs Maison Sport Santé ainsi que les programmes d'ETP en ville? Alors, je sais qu'il y a plusieurs projets qui sont en voie de développement. Après, je ne connais pas spécifiquement et je ne connais pas spécifiquement sur chaque région, parce que je crois que ça dépend un petit peu des développements régionaux. Si vous avez des précisions, n'hésitez pas. Pareil, je suis curieux. Oui, alors, donc nous, dans notre région, on a créé des programmes d'éducation thérapeutique dits de premier recours, qui sont dispensés dans les maisons de santé ou hors maisons de santé pluridisciplinaires sur le diabète. Et il y a également en second recours, il y a un schéma régional premier, deuxième, troisième recours de prévention. En second recours, il y a des associations telles que les nôtres qui accueillent des patients diabétiques. Et en troisième recours, c'est l'hôpital ou les cliniques. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un problème d'orientation des patients vers les dispositifs existants. Ça, c'est une véritable question, l'orientation des patients vers les dispositifs existants. Dans ces programmes d'éducation thérapeutique dits de second recours, ce sont des programmes qui sont pluridisciplinaires, à la fois qui portent sur l'alimentation, l'activité physique, la podologie, des ateliers infirmiers, des ateliers aussi animés par des psychologues sur la pathologie, l'acceptation de la pathologie, sur la gestion du stress, mais également des ateliers de sophrologie. Et le second dispositif qui est assez récent, où il y a eu deux labellisations aujourd'hui en 2019 puis en 2020, ce sont les maisons sport santé.
Donc, ce sont je dirais, des nouveaux dispositifs qui officialisent l'activité de certaines structures telles que la nôtre, Association de prévention, qui propose des programmes d'activité physique adaptée depuis un peu plus de 15 ans maintenant, mais qui aussi permet à de nouvelles structures d'organiser des programmes d'activité physique adaptée. Donc, nous proposons sur différents sites de la métropole lilloise, par exemple, des programmes d'activité physique adaptée à destination de patients diabétiques, sur orientation de leur médecin généraliste. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, je crois qu'il y avait une autre question, mais je vous propose de passer à la suite et puis on pourra y revenir en fin de session si ça ne vous dérange pas. Petite manipulation. C'est bon. Alors. Voilà. Ça, Désolé, vous avez un petit bandeau sur le côté, je m'en excuse. Je vais passer la parole à Coralie Lefebvre de la société Diapimed. Merci beaucoup. Du coup, pour changer, Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup à l'équipe de Précidia de m'avoir invité aujourd'hui et pour l'organisation de cet atelier. Donc, je m'appelle Coralie Lefebvre, je suis cofondatrice de la société Diapimed qui est basée à Montpellier. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui pour vous parler de l'insulinothérapie fonctionnelle et de la question que nous, on s'est posée à la genèse de Diapimed, qui était est-ce qu'une application pour smartphone peut permettre de contribuer à démocratiser cette pratique? Donc, la genèse du projet, elle est arrivée du CHU de Montpellier, dans le service du professeur Éric Renard, où l'un de mes associés, Omar Diouri, réalisait sa thèse. Il était en contact avec des patients régulièrement qui étaient venus pour faire le stage d'insulinothérapie fonctionnelle. Donc, je précise des patients atteints de diabète de type 1. Donc, ces patients venaient pour faire le stage d'insulinothérapie fonctionnelle et revenaient après quelques temps et ils décrivaient qu'ils avaient beaucoup de difficultés à pratiquer l'insulinothérapie fonctionnelle à la maison et à en conserver tous les bienfaits. Alors que les bienfaits, on le sait, il y en a beaucoup. Donc, si on parle du diabète de type 1, on sait que l'insulinothérapie fonctionnelle permet d'augmenter le temps dans la cible. On sait qu'elle permet de faire baisser les risques de complications de 30 à 50%. Et puis, pour la qualité de vie des patients, c'est forcément plus de liberté alimentaire, de liberté dans la pratique sportive aussi. Et c'est une personnalisation du traitement et plus de sérénité. Donc, seulement voilà pourquoi au quotidien c'est compliqué à mettre en place pour ces patients-là. Certains d'entre vous, je pense, derrière l'écran, le savent très bien. Une fois que les patients ont été formés à l'insulinothérapie fonctionnelle, il faut qu'à chaque repas, ils puissent compter les glucides, donc quelle quantité de glucides dans cet aliment, plus quelle quantité de cet aliment dans mon assiette. Après, intervient aussi l'insuline à bord, donc la quantité d'insuline de la précédente injection qui reste dans le système, et également le fait d'évaluer l'impact de l'activité physique avec le triptyque qui est décrit dans l'étape là, durée, intensité, type d'activité physique, qui n'est pas forcément facile à appréhender pour tous les patients. Et là, les 3 points que j'évoque, c'est les 3 points qui sont à prendre en compte pour faire l'insulinothérapie fonctionnelle, je dirais, facile, puisqu'après, on sait que si on veut rentrer dans un niveau de complexité plus important, on peut le faire et on peut parler des ratios physiologiques que sont le facteur de correction et l'ICR, pour Insulin to Carb Ratio, qui permettent de personnaliser pour chaque patient vraiment le calcul et le dosage. Donc, sur la base de cette théorie, ce dont nous, on s'est rendu compte en échangeant avec les patients, c'est que concrètement, eux, la question qui se posait, la réponse qu'ils avaient en avoir, c'est si je vais manger une assiette de lasagne et que cet après-midi, je vais à la boxe, qu'est-ce que je fais? Et s'extraire
de cette partie diététique mathématique, mais répond simplement à la question réelle que se pose le patient. Il y a un autre élément aussi qui est venu nourrir la réflexion, c'est la persistance de la juste utilisation dans le temps. On l'a évoqué juste à l'instant, et il y a un poster qui a été présenté à la SFD il y a quelques jours de Madame Dubuisson et le professeur Chevalier du CHU Nice, qui montre qu'après 2 ans, c'est seulement 27% des connaissances qui sont maintenues et que la plupart des doses sont plutôt sous-estimées. Donc, même les patients qui s'accrochent à la pratique vient se poser la question d'un effet de relâche au fil du temps dû à la complexité et à la charge mentale que ça implique. Donc, de là est venue l'idée de développer une application pour smartphone. Pourquoi une application? Parce qu'elle vient dans un device que tout le monde a déjà sur soi. L'idée, ce n'était pas de rajouter un device à ces patients-là qui en ont déjà. L'idée, ce n'était pas de rajouter de la complexité. Puisque nous, on aime bien le terme démocratiser, et donc il nous semblait que l'application mobile, c'était un vecteur vraiment clé pour cette mission-là. On a pensé l'application pour que ce soit un outil tout en un, donc défragmenter le parcours du dosage, c'est-à-dire ne pas avoir d'un côté, on compte les glucides, et de l'autre côté, on saisit les glucides et on calcule une dose, mais vraiment un parcours tout en un. Et au-delà de ça, on s'inscrit vraiment dans une optique de thérapie digitale avec des essais cliniques qui ont déjà été réalisés, une étude qui est en cours actuellement également au CHU Montpellier. Et on l'espère un jour, peut-être un remboursement par le système de soins. Donc cette slide pour montrer un petit peu le parcours de l'application du côté du patient. Donc du côté du patient, on a voulu que ce soit le plus simple possible. Donc, il y a forcément, quand on ouvre l'application, un point de vue rapide sur les événements clés de la journée. Et le calcul, il s'effectue en 2 étapes pour le patient. Donc, il y a une première étape qui est aujourd'hui de constituer un repas en saisissant les aliments qui sont consommés dans une base de données alimentaires. Et il y a une deuxième étape qui consiste à saisir dans une liste le type d'activité physique qui va être réalisé. Et j'ai envie de dire pour le patient, c'est-à-dire que derrière, il y a un ensemble de briques algorithmiques qui permettent de personnaliser le traitement. Demain, il y aura aussi un ensemble d'algorithmes qui permettront de réajuster automatiquement les ratios dont j'ai parlé tout à l'heure, ICR, CF, de proposer aussi un ajustement de la dose basale. Mais tout ça, c'est derrière. L'idée, c'est que le patient, s'il le souhaite, il n'ait pas à s'en soucier et que le parcours qui est réalisé plusieurs fois par jour, il soit le plus simple possible. Donc, en termes de calcul, on est sur le calcul des doses bolus, des doses de correction et demain, le réajustement de la dose basale. Donc, cette application, elle a déjà été évaluée cliniquement, ce que je disais tout à l'heure, chez des patients qui pratiquaient déjà l'IF et qui sont passés de je pratique l'IF avec le prototype de Diapimed. C'était une version très très simple de l'application avec une interface qui était loin d'être jolie comme celle que je vous ai montrée avant. Il y avait peu d'aliments dans la base de données alimentaires. Et malgré ça, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait une augmentation de 6% des glycémies dans la cible et une baisse des resucrates et une baisse des corrections de près de 25%. Donc, pour certains patients, ça revenait même à avoir 0 dose de correction dans la journée. Donc, ça nous laisse très, très confiants sur les performances cliniques qu'on pourrait obtenir chez les patients qui n'ont jamais pratiqué l'insulinothérapie fonctionnelle et qui utiliseraient l'application. Donc, je voulais raconter une petite anecdote d'une patiente qu'on a dans l'étude clinique qui est en cours en ce moment, donc l'étude qui s'appelle Glucal3. C'est une patiente qui a fini l'étude, donc qui nous a fait le retour et qui d'ailleurs a demandé si elle pouvait continuer d'utiliser l'application. En fait, cette patiente-là, quand elle a commencé à utiliser l'application, elle nous l'a dit, elle nous a dit « je ne faisais pas confiance dans l'application ». Donc, je faisais le calcul avec l'application, mais à la fin, je faisais la dose que moi, j'avais estimée. Et c'est une patiente qui faisait plusieurs fois des corrections par jour. À chaque dose bolus, elle devait toujours refaire une correction. Et puis, au bout de quelques semaines, quand même, j'ai commencé à suivre les recommandations de l'application.
Et là, je me suis rendu compte que c'était l'application qui avait raison et que quand je suivais la recommandation de l'application, j'avais plus à faire de correction derrière. Parce qu'en fait, elle avait tendance à sous-évaluer quand elle calculait sa dose bolus, ce qui fait qu'en l'évaluant avec l'application, c'était au juste dosage dès le début et il n'y avait pas besoin de faire correction. Donc, elle est arrivée à certains jours où elle avait 0 dose de correction à s'administrer. Ce qu'elle me disait aussi par rapport à l'activité physique, c'est que c'est une personne qui aime beaucoup faire de la randonnée, mais elle avait toujours peur d'être en hypo pendant la randonnée, donc elle partait faire la randonnée sans rien changer de spécial. Et donc, elle faisait les randonnées en étant à 4 grammes. C'est quand même pas idéal pour profiter d'un moment de détente. Et donc, grâce à l'application, elle a réussi à faire des randonnées en étant dans la cible, en n'étant pas en hyper et en profitant. Donc ça, pour nous, c'est des retours qui nous boostent forcément. Je voudrais juste terminer sur ce point-là. On s'inscrit dans une démarche de co-conception parce qu'on est persuadé que, particulièrement dans le domaine du diabète, c'est en mettant l'ensemble des acteurs autour de la table qu'on arrivera à proposer des produits qui font sens pour les patients, pour les médecins, pour les industriels. Donc, on est vraiment dans cette approche et s'il y a des personnes chez qui ça résonne, voilà, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je réponds avec plaisir. Merci pour votre présentation. C'est bien, j'enchaîne tout de suite. Effectivement, il y a une première question dans le chat, donc de Adeline du projet La Tribu des Super. Demande quel est le bénéfice de cette appli versus une utilisation du calculateur de bolus dans la pompe quand ils intègrent correctif et sensibilité à l'insuline. Ce n'est peut-être pas dédié à ces patients. Donc, déjà, ce que je n'ai pas dit dans la présentation, et que là, je vais utiliser la question, merci beaucoup pour la question, pour rebondir, c'est que quand on utilise l'application avec un stylo, ça met vraiment à disposition de ces patients-là toute une mécanique d'algorithmie très puissante à laquelle ils n'ont pas accès, parce que justement, elle est pour l'instant plutôt très concentrée sur les pompes et la boucle fermée. Donc, merci pour la question, ça me permet de préciser ça. Et pour répondre vraiment à la question, nous, ce qu'on voit, c'est que le fait de saisir les aliments au lieu de saisir le nombre de grammes de glucides ou, par exemple, petit, moyen, grand repas, le fait de saisir les aliments apporte plus de précision dans le dosage. Pourquoi? Parce que l'application, elle évalue plus fidèlement le nombre de grammes de glucides. En fait, l'application, elle compte les glucides plus fidèlement que le patient. Et donc, même en boucle fermée, le fait d'apporter plus de précision, ça fait un dosage qui est plus juste et ça permet d'augmenter le temps dans la cible. J'espère que ça répond à la question. Est-ce que vous avez regardé par rapport à des patients qui vont utiliser certaines applications type GlucideCheck, par exemple, où là, effectivement, ils vont quand même un peu avoir une idée. Est-ce qu'il y a une supériorité ou est-ce que vous avez regardé ça? Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder, on pourrait faire un comparatif. Ça n'a pas encore été fait. Ce qui, à ma connaissance, n'est pas présent dans le GlucideCheck aujourd'hui, c'est l'activité physique. Mais c'est vrai que sur cette truc seule, on pourrait faire une étude comparative en saisissant dans l'application d'Apimed et dans le GlucideCheck pour voir la différence. C'est une excellente idée. Mais je pense que les patients, ce qui les embête, c'est de compter, quoi. Ça, c'est clair que ça, c'est… Voilà. Et je pense que, enfin, moi, je suis assez séduite par votre application parce qu'on voit bien que même les plus sensibilisés, ils finissent un peu par s'épuiser de devoir faire ça. Je crois qu'effectivement, si on arrive à avoir une application simple, en tenant compte du facteur correctif, en tenant compte de l'activité physique, je pense qu'effectivement, que c'est extrêmement intéressant. Et ça pourrait même presque être appliqué au-delà de la pompe ambulatoire, de la boucle fermée, hein, puisque on a quand même un certain nombre de patients qui sont diabétiques de type 2, qui sont sous insuline et qui seraient capables de faire, et d'ailleurs, il y a certains qu'on initie quand même à l'insulinothérapie fonctionnelle. Je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup parlé du diabète de type 2 et des personnes atteintes de diabète de type 2 qui prennent de l'insuline parce pour l'instant, on a des données sur le diabète de type 1. Donc, je ne voulais pas parler d'un sujet sur lequel on n'a pas encore de données. Mais effectivement, il me semble aussi que ça ferait sens pour ces patients-là.
Si je peux me permettre, j'avais un rendez-vous avec mon prestataire de pompe ce midi et on a encore abordé le point. Je trouve la limite d'un outil comme GluciSec. Moi, je suis maman d'un petit garçon d'été1 depuis 4 ans. C'est aussi alors peut-être que ça évolue, mais ça évolue, il me semble, pas assez vite par rapport aussi à tous les nouveaux modes de consommation. Typiquement, quand on essaie d'améliorer par différents leviers aussi nos résultats, etc. Je veux dire tout simplement intégrer des farines un peu différentes, intégrer des sucres complets, intégrer, enfin, vous voyez, tous ces types de nouvelles composantes de notre alimentation quand on essaie de cuisiner, etc. C'est des choses qui sont pas du tout disponibles dans GluciCheck et qui font que la réalité du quotidien, c'est qu'on se retrouve quand même assez souvent à faire des choses qui sont un peu approximatives, juste parce qu'en fait, entre ce qui est vraiment, qui concerne plutôt l'indice glycémique, même s'il y a un débat là-dessus, moi, il me semble qu'il y a un vrai effet sur les courbes de nos enfants, mais voilà, comment on intègre ça dans la réalité de notre vie aujourd'hui, c'est un peu, c'est quelque chose qui serait vraiment voilà, utile, je trouve. Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Les limites de GluciCheck, pour l'instant, on n'a rien d'autre, quoi. Donc, on utilise ça, mais effectivement, si on pouvait avoir quelque chose qui soit de ce style, qui soit meilleur, je pense que c'est effectivement extrêmement intéressant, hein. Je suis d'accord que GluciCheck, c'est quand même très pas suffisamment ouvert, quoi. Il manque un certain nombre de choses, mais on n'a pas d'autres choses à mettre à la place, quoi, actuellement. Je vous rejoins complètement sur l'exemple des farines. Nous, il y a une patiente avec qui on échange beaucoup à Montpellier qui nous disait qu'elle fait toujours sa recette à elle de pancakes le week-end et qu'un week-end, elle a changé la farine et là, sa glycémie est partie en vrille. Moi, c'est un exemple que je le trouve très, très parlant. Donc là, il y a un vrai sujet de comment on peut rajouter dans la base de données alimentaires plus de variété. Sachant que comme l'application est un dispositif médical, il y a toute une notion de certification de la base de données, mais c'est pas impossible du tout. Et après, nous, parmi les différents projets de recherche qu'on a en data science et en intelligence artificielle, on réfléchit déjà à comment on pourrait repérer ce qu'on a appelé pour l'instant les événements inattendus. C'est-à-dire, à chaque fois que cette personne a mangé ce type de riz, la glycémie a réagi de façon complètement inattendue. Et que le système soit capable de repérer et de pointer, de dire là, à chaque fois, il se passe quelque chose. Et après, à réfléchir à ce qui pourrait en découler. Mais c'est quelque chose qui intéresse les data scientists chez nous. Très bien. Okay, merci pour votre intervention et pour les questions. Je vais maintenant passer la parole à Aline de Color Ma Vie. Alors, juste une petite manipulation pour donner la main. Je suis avec vous. Je viens de recevoir une photo, il y a écrit HI. Je réponds au texto et je suis à vous. Hop, voilà. En tout cas, vous allez pouvoir partager votre écran dès que vous aurez traité votre urgence. Je posais la question juste sur l'appli avant. Est-ce que c'est une appli payante, c'est ça? Elle n'est pas encore disponible puisque là, on est en attente de la certification du marquage CE et l'objectif, ce serait qu'elle ne le soit pas. Après, à nous de trouver le bon modèle pour qu'elle soit accessible au plus de personnes possible. Est-ce qu'à votre avis, les patients sont prêts à payer? Alors, on a fait un questionnaire à notre échelle, donc il ne vaut pas du tout la rigueur de ce qui a été présenté précédemment, mais le questionnaire qu'on a fait circuler nous a fait remonter qu'il y a 60% des patients qui ont répondu à ce questionnaire qui seraient prêts à payer entre 3 et 5 euros par mois. Parfait. Merci pour ces deux petites remarques. Ça a permis à Aline de projeter son diaporama. Donc, on voit tout très bien de notre côté. Tout à fait, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Très bien. Je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous, mais en tout cas, bonjour à tous et puis merci de m'accueillir pour cet atelier. Je suis Aline Cheminot, je suis cofondatrice d'une société qui s'appelle Color Ma Vie et qui est spécialisée dans le design centré patient.
Et la question qui m'a été posée, c'est comment mettre le patient diabétique au cœur du processus de design pour créer des solutions par et pour lui. Ça tombe plutôt bien. Alors, petit retour pour commencer sur... Alors, si j'arrive à passer les slides, c'est mieux. Pourquoi ça ne marche pas? Hop. Excusez-moi, j'ai mes slides qui sont bloqués. Pourquoi Alors, sinon, moi, je peux passer vos slides et vous me dites juste de passer à la diapositive. Ouais, je les ai changés d'ordre. C'est vrai que je préférerais avoir les miens. Comment je peux faire une dernière tentative là-dessus? Non, mais ça n'a pas l'air de marcher. C'est pas de chance. C'est pas grave. Bah, je vais vous laisser reprendre la main. Ouais. On va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Je peux tenter de repartager l'écran une deuxième fois, voir si ça débloque le truc. Non, toujours pas. Là, on voit ton fond d'écran. J'ai fermé, rouvert mon PowerPoint pour tenter. Attendez. On voit pas. Attends, Vous voyez? oui, c'est bon. Est-ce que tout le monde voit bien? Super. Vous voyez bien? Parfait. Donc, comme j'expliquais, design centré patient, et on va pouvoir passer au slide suivant. Comment on en est venu à travailler sur ces thématiques? C'est un peu l'histoire d'une rencontre. Qui arrive, oui. Donc moi, je suis ingénieure de formation et j'ai travaillé pendant 15 ans dans un grand groupe industriel sur l'accompagnement du changement et notamment l'accompagnement du changement par le jeu. Et il y a 8 ans, ma fille aînée a été diagnostiquée diabétique de type 1 et ça a été pour moi l'occasion de rencontrer plein de gens concernés par ce fameux diabète et notamment Sabine qui est cofondatrice et qui est designer produit de formation et qui sortait d'une formation en facilitation graphique, mais aussi Sophie, qui est couturière, ou encore Michael, qui était un grand sportif, bricoleur à ses heures perdues. On avait très envie de mettre nos différentes compétences au service de cette communauté qu'on découvrait. On était tous concernés de près ou de loin par le diabète. Une communauté qu'on sentait attentive, avec beaucoup qui est très riche. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu envie de réfléchir à ces sujets autour du design centré patient, et puis notamment focusé sur nos métiers, ce qui nous a amené à concevoir d'une part des accessoires pour porter et transporter des dispositifs de soins, et d'autre part des supports ludiques pour faire de l'éducation thérapeutique du patient. Alors, c'est super quand on est concerné par une pathologie de s'investir de cette façon-là, mais l'écueil, c'est de rester très centré finalement sur ce qu'on vit et la façon dont les choses se passent pour nous. Pierre-Yves, on va pouvoir avancer de 2 crans la présentation pour avoir les animations. Le deuxième aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de finalement revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire d'aller installer notre entreprise
À la Serre Numérique, qui est un lieu qui se trouve à Valenciennes et sur lequel il y a un campus de design de jeux vidéo et d'animation 3D. C'est l'école de design dont Sabine est diplômée. Il y a également pas mal de chercheurs en design à la Serre Numérique. Et donc, c'est une façon pour nous de revenir un peu à la théorie et d'être challengés par nos pairs sur les méthodes qu'on met en place. Et moi, de mon côté, j'ai suivi le DU d'apprentissage par le jeu de l'INSPE de Lille. Pareil, avec pas mal de collaborations avec des chercheurs en serious game, c'est-à-dire en jeu sérieux. On va passer de 2 crans, Pierre-Yves. Le suivant. Et donc, ça nous a permis finalement de concevoir une méthode originale de design centré patient. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est plutôt ce qui se passe généralement quand on fait du design, ce qu'on appelle le double diamant du design thinking, où on enchaîne des phases d'idéation, puis des phases de convergence. D'abord, une première série pour cadrer le besoin et puis une seconde pour faire des prototypes et aboutir à une solution. La façon dont on la décline en design centré patient, on va pouvoir avancer petit à petit les animations, Pierre-Yves, c'est que déjà, dans ces étapes-là, on va impliquer des patients. On va les chercher auprès d'associations de patients locales. On les contacte également via les réseaux sociaux. On ne manque pas non plus d'avoir quelques soignants dans nos panels. On essaye de ne pas non plus toujours travailler avec les mêmes personnes parce que c'est lourd de participer à un tel projet, d'une part, mais également pour avoir une diversité des idées et éviter la consanguinité intellectuelle, on va dire. Ensuite, dans la phase exploratoire, on va utiliser la batterie classique de questionnaires, d'entretien. On essaye aussi de faire beaucoup d'observations de terrain et surtout, on anime des groupes de créativité avec des ressorts ludiques de façon à mettre parfaitement en confiance nos participants et qu'ils puissent se livrer d'une façon vraiment très personnelle sur les sujets qu'on va aborder avec eux. Et puis, assez vite, cette première phase, la phase de design thinking, elle est vraiment très importante parce que c'est là qu'on cadre le besoin. Elle peut paraître longue et infructueuse, mais en réalité, c'est ce qui va assurer du succès d'un projet. Et néanmoins, on a tendance, avant même la fin de cette phase, de commencer à prototyper. On va pouvoir avancer les animations, Pierre-Yves. Et notamment d'aider très très vite les patients à visualiser ce sur quoi on travaille, rendre concret. Et donc ça se traduit parfois par des prototypes très très moches de jeux, d'accessoires, peu importe, mais ça permet de poser intellectuellement les choses dès la fin de la première phase. Et puis enfin, dans cette phase de création-test, qui est finalement une succession de création de prototypes et d'actions d'idéation et de convergence, on prend très tôt en compte tout ce qui est contraintes industrielles et financières. Il faut avoir conscience quand on travaille avec des malades chroniques sur des solutions qui sont assez personnalisées, qui peuvent dépendre de leur traitement, de leur âge, de leur mode de vie, qu'on se lance sur des projets où le déploiement ou la production va se faire à très petite échelle sur des très petites quantités. Donc nous, on a besoin derrière d'être très agile sur ce qu'on se propose et en général, on va déployer avec des entités qui sont locales et sur la partie textile avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, typiquement des ateliers d'insertion, et on se doit de prendre en compte également les contraintes qu'ils ont au niveau de la gestion des compétences de leurs salariés. Ouais, on a un agrément ESUS pour l'entreprise. Quoi qu'il en soit, sur cette méthode, l'enjeu principal, c'est d'impliquer les patients de bout en bout, dans la durée, sur un projet qui peut être finalement assez long.
Et pour le faire, eh bien, on va travailler beaucoup sur des ressorts ludiques tout au long du projet. Et puis, on va s'arranger pour qu'à chaque fois qu'on les sollicite, ce soit d'une part super simple, que ce soit nous qui allions à leur rencontre et que ce soit agréable et ludique de venir participer à nos sessions. Alors, ça demande un peu de travail, de présenter les choses de façon sympathique et jolie, mais c'est vraiment ce qui va faire qu'on implique les patients dans la durée. Et cette méthode qu'on a progressivement expérimentée et créée sur nos différents projets, aujourd'hui, elle nous permet de réaliser des projets de design centré patient avec des patients diabétiques comme avec des patients qui ont d'autres maladies chroniques. On va venir au slide d'avant, Pierre-Yves. C'est bloqué aussi? Non, c'est bon. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que ça permet, d'une part, une meilleure adhérence à la solution qu'on a proposée, mais également parce que les personnes qu'on va impliquer dans ce processus de design vont devenir des ambassadeurs et vont vraiment s'impliquer pour déployer la solution. Qui, en clair, ça permet surtout de proposer des solutions qui vont être vraiment utiles aux patients, qui ne vont pas rester dans un placard, qui ne sont pas là juste pour cocher une case sur une problématique, mais bien pour être utilisées. Hop, on va avancer dans l'autre sens, de 2 crans, enfin de 2 slides. Ouais, du coup, ça fait un peu… On peut aller au suivant. Et donc, concrètement, à quoi ça ressemble des projets qui ont été conçus de cette façon? On a par exemple cette pochette qui commence à dater un petit peu, mais moi j'adore parce qu'elle est assez caractéristique de ce qu'on peut faire avec ce type d'approche. C'est une pochette dans laquelle on peut mettre côte à côte un lecteur de glycémie et une commande à pompe qui ne sont pas produits par le même laboratoire. Mais d'avoir les infos de l'un et de l'autre côte à côte, c'est super intéressant. Et donc voilà, c'était partie d'une problématique, mais pourquoi vous ne rentrez pas votre glycémie dans le calculateur Bolus quand on vous la demande? Mais parce qu'en fait, ma glycémie, elle est sur un autre appareil qui est déjà loin posé sur la table au moment où la pompe me le demande. On peut passer au slide suivant. Un exemple, cette fois en matière de support ludique. Là, on a un jeu qui est en fait le 1000 bornes du diabète. Au lieu de gérer des bornes, on gère des glucides. Et ça permet en séance de TP d'apprendre tout un tas de choses sur l'équilibre alimentaire, le comptage des glucides, les équivalents glucidiques, et puis ce qu'il y a à faire dans quel ordre au moment du repas quand on est diabétique. On va passer au suivant. Alors, un peu de théorie sur cet aspect jeu et serious game notamment. Donc, un serious game, c'est un jeu physique ou numérique qui a un autre objectif que le divertissement pur. Et ça donne lieu à 2 courants. D'un côté, le serious game design, qui est le fait de créer un support ludique. C'est ce que nous, on fait pour faire des supports d'éducation thérapeutique du patient. Et puis d'autre part, si on passe à l'animation suivante, la gamification, qui est l'ajout d'éléments ludiques dans un dispositif utilitaire. Donc ce dispositif utilitaire, ça peut être un processus de design, c'est ce qu'on a fait dans notre processus, mais ça pourrait très bien être un support à la mise en œuvre d'un parcours de soins ou un outil digital de santé digitale, avec pour objectif de faire adhérer les patients à cette solution. Alors, finalement, nous, on a fait un petit peu de mise en abîme dans notre processus de design, puisqu'on utilise un processus de design gamifié pour, de temps en temps, designer des serious games. Ce qui est important d'avoir en tête autour de la gamification, c'est ce lien étroit que ça a avec la motivation. Si on regarde les différents types de motivation proposés par la théorie de l'autodétermination, on peut mettre l'image, Pierre-Yves.
On voit que voilà, il y a plusieurs leviers pour motiver quelqu'un à s'adonner à une activité et les plus vertueuses sont plutôt sur la droite avec la motivation intrinsèque qui fait qu'on s'adonne à une activité parce qu'elle est plaisante, parce qu'elle nous donne le sentiment d'être à l'aise avec l'activité et en même temps d'apprendre quelque chose. Et donc, au travers de la gamification, c'est ce type de motivation qu'on va chercher, ce qui n'empêche pas de s'intéresser aussi aux régulations identifiées et intégrées, c'est-à-dire de donner du sens à l'activité qui est proposée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que finalement, gamifier, c'est une façon de motiver. Et si on va sur le slide d'après, je vous propose de sortir complètement du domaine de la santé pour vous donner un petit exemple de ce à quoi ça peut correspondre. Les trois images que je vous ai mis à l'écran correspondent à trois applications que vous pouvez télécharger pour faire de la course à pied. La première, c'est Zombie Run, application immersive. Il s'agit de courir en s'imaginant qu'on est poursuivi par des zombies qui ne doivent pas nous rattraper. La seconde, c'est Strava. C'est un outil pour partager ses super performances avec d'autres runners. Et la troisième, c'est Joox. C'est une appli qui permet d'avoir accès à des parcours culturels tout en faisant de la course à pied. On voit bien qu'on a ici trois applis qui ont le même objectif et qui ne s'adressent pas du tout à la même cible. Et si on y regarde de plus près, on prend conscience qu'en fonction de la cible, on n'a pas choisi les mêmes leviers de gamification pour ces applications. Pierre-Yves, on peut passer à l'application suivante. Et que, par exemple, on est sur quelque chose d'immersif avec une aversion à la perte puisqu'il faut courir dans un temps donné sur Zombie Run, qu'on est plutôt sur de l'influence sociale via la mise en réseau et le souhait d'atteindre une certaine compétence avec Strava, ou qu'on est dans le fait de découvrir des lieux et de donner un sens culturel à l'activité de course à pied avec Joox. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de prendre conscience, quand on revient à notre histoire de motivation, que finalement, motiver au travers de la gamification, c'est trouver le bon levier par rapport à notre profil, ici de patient, pour atteindre cette motivation intrinsèque. Et si on passe à l'animation suivante, on se rend compte en fait que pour les malades chroniques, alors là j'ai représenté le parcours de soins. Je ne l'ai pas fait aussi linéaire que ce que Nicolas a présenté tout à l'heure parce qu'effectivement c'est plus comme ça que je le vois moi en tant que personne concernée. Finalement on se rend compte qu'en fonction de où il en est dans son parcours de soins, notre patient il va être plus ou moins réceptif à certains leviers et que notamment il y a des moments où il est fragilisé et où certains leviers ne vont pas être pertinents pour lui. Et donc, la conclusion de ça, c'est que tout dans l'adhérence aux solutions gamifiées qu'on va proposer, il s'agit vraiment de trouver le bon levier au bon moment pour atteindre cette motivation intrinsèque. Et c'est pourquoi nous, chez Color Ma Vie, si on passe au dernier slide, Pierre-Yves, au-delà de travailler sur la création de serious games thérapeutiques, leur déploiement dans les services où ils sont utilisés ou le design d'accessoires, on propose aussi du conseil en gamification, de parcours de soins ou d'applications digitales en santé pour avoir ce focus-là, en fait, quel levier, en fonction de quel profil de patient et de quel moment dans leur parcours de soins. Merci beaucoup, Aline. Alors, on a peut-être le temps pour une question et puis après on enchaînera sur la dernière, histoire de ne pas laisser filer trop le temps. Voilà, tour de la table. Oui, moi j'ai une question. S'il n'y en a pas sur le chat. Oui, il y en a pas, donc je vous en prie. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, Aline. Moi, je trouvais que sur l'avant-dernière slide, la roue avec les différents leviers, j'ai trouvé ça fascinant. Je ne connaissais pas du tout. Mais la question que ça m'a évoquée tout de suite, c'est comment on gère la pluralité des profils, parce que dans une patientèle, il y en a qui vont être
qui vont réagir à un levier, mais d'autres à complètement un autre. Et comment on intègre ça comment vous intégrez ça, pardon, dans la réflexion? Bah, il y a deux façons de faire. Soit on saupoudre un petit peu de tout, soit on essaye de personnaliser aussi les leviers en fonction du patient. Okay. Ouais, parce que du coup, personnaliser, ça implique de décliner différentes versions du Serious Game en fonction de où en est le patient, par exemple. J'imagine que ça rajoute pas mal de complexité. Alors, sur un Serious Game, pour faire de l'ETP, en fait, on est sur des solutions hyper agiles et modulables. Donc, le but, c'est de faire ça sans complexifier, de pouvoir personnaliser sans complexifier, de donner à nos soignants un kit et puis il va pouvoir aller dans toutes les directions s'il en a besoin. Sur de la gamification d'outils digital, là, on va plutôt être dans se dire soit effectivement, il y a plusieurs versions, soit je mets plusieurs leviers, mais je laisse la possibilité d'en mettre un plus en avant en fonction de l'appétence du patient. Okay. C'est très intéressant, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la dernière présentation. Juste le temps pour moi de la partager. Et donc, je passe la parole à Rémi Bonas pour Diet & You. Celui-là, c'est ça? Oui, sur les petites flèches. Bonjour à tous, donc je suis Rémi Bonas et avec mon épouse, nous sommes parents d'une fille qui avait 9 ans en 2013 et qui a été touchée par le diabète de type 1. Voilà, donc encore un patient entrepreneur. Je vous présente aujourd'hui, et je remercie Presidia pour cette opportunité, je vous présente Diet Sensor et Diet & You qui ont vocation à aider les patients sur la partie nutrition. Alors, on a pas mal parlé au début notamment avec le Diabla. Alors, je vais juste faire une courte introduction sur l'origine de notre histoire. Voilà. Donc, Diet Sensor, le nom de notre société est issu de notre histoire personnelle, comme je l'ai évoqué à l'instant. Et l'appli Diet Sensor, qui porte le même nom que la société, c'est une appli qui est destinée à la prévention et à la gestion du poids. À la prévention des maladies chroniques par la gestion du poids et d'une alimentation saine. Et on a décliné dans une autre application qui s'appelle Diet & You, la gestion de la nutrition pour les maladies chroniques. Voilà. Diet Sensor a été lancé créé en fin 2015. On avait gagné le Best of Innovation Award au CES de Las Vegas en 2016 pour les innovations qu'on avait mises dans notre solution. Et on avait eu à ce moment-là pas mal de retombées médiatiques, mais le vrai produit, on va dire, pour les maladies chroniques, après 6 ans de développement et le lancement de Diet Sensor dans les App Store, eh bien, ce produit s'appelle Diet & You et il n'est pas encore dans les App Store. Il en est à la fin de sa 2e année de développement. C'est une déclinaison de notre savoir-faire applicatif sur la partie nutrition pour le grand public avec l'approche du diabète, des maladies cardiovasculaires, hypertension, cholestérol, et puis même des programmes pour aider lors de traitement contre le cancer, pour répondre à la question qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je dois manger pour mieux gérer ma maladie chronique, voire une pluripathologie, parce que bien souvent on peut avoir un diabétique qui souffre de surpoids, qui en plus a de l'hypertension ou un problème de rein. Voilà, donc c'est à ça que répond cette solution. Et l'étape où on en est aujourd'hui, c'est de chercher des partenaires pour l'inscrire dans le parcours de soins. Donc on est en plein dans le sujet du jour. Comment bien l'inscrire dans le parcours de soins? On en a parlé au début. J'approuve en tant que parent, moi, de patients diabétiques, qu'on a peu été exposé à la nutrition, peut-être 1 heure sur le parcours patient lors du diagnostic. On a beaucoup dû se débrouiller par nous-mêmes. Ça a déclenché d'ailleurs ce projet, donc un changement de vie pour nous, mon épouse et moi-même, pour aller chercher des solutions. Et quand on les a trouvées, on s'est dit c'est pas possible qu'elles soient si difficiles d'accès parce que les médecins ont peu le temps finalement. Tout le savoir est disponible. Et donc le mettre dans une application, c'est le rendre disponible au plus grand nombre. C'est de là vraiment qu'est partie l'ambition de notre projet. Et donc avec maintenant cette solution Diet & You qui est dispo, qui est en phase de test, on cherche des partenaires pour l'inscrire proprement dans le parcours de soins parce que ce qu'on veut, c'est apporter le savoir-faire scientifique sur la nutrition, des sources validées aux patients quand ils en ont besoin, donc le plus tôt possible, hein, comme disait Nicolas, dans le parcours de soins, et pas seulement sur la nutrition, mais aussi sur le suivi de l'activité physique, des pas, de la marche, je veux dire, et puis des activités physiques en elles-mêmes, et tout support éducatif, éducation thérapeutique. Alors nous, voilà, donc j'en cite un peu sur ce slide, notre
concept vient juste, on n'a rien inventé, on vient juste de manière complètement indépendante de toute approche diététique, un peu marketing, on vient prendre tout ce qui est connu dans les études et publications internationales et le mettre à disposition d'une application qui au quotidien peut répondre. Donc on va traiter autant la gestion du poids, le suivi de l'activité que l'éducation nutritionnelle, avec des réponses extrêmement concrètes sur l'équilibre, par exemple, des macronutriments. Quel est le meilleur régime pour moi? Je dis régime, mais comprenez manière de manger. Je ne parle pas d'un régime perte de poids forcément, sachant que j'ai un problème de rein, diabète et un peu d'hypertension. Donc mon diététicien peut me le donner, mais maintenant qu'il me l'a donné, je rentre à la maison, comment je fais au quotidien devant mon assiette. Voilà. Donc nous, on va aider à diagnostiquer quel est le meilleur régime et puis donner les réponses au quotidien quand la personne se pose la question et qu'elle n'est ni avec son diététicien ni avec son médecin. Voilà. Et donc, on est face à des patients qui sont forcément dans le monde ambiant complètement agressés par l'offre de malbouffe, première chose, qui les a pour certains, si on parle de type 2, conduit au diabète, qui ont une culture alimentaire plutôt, en général, assez limitée, c'était notre cas d'ailleurs, et puis qui à un moment donné sont exposés à un diagnostic, et le temps qu'ils vont passer avec le médecin n'est évidemment pas suffisant pour pouvoir avoir toute la culture nutritionnelle, que ce soit des rendez-vous, même des rendez-vous mensuels avec une diététicienne s'ils peuvent se le permettre. On a passé beaucoup plus d'heures que ça, nous, pour apprendre et s'éduquer nous-mêmes. Donc on a bien conscience de ce besoin en fait d'être accompagné de manière beaucoup plus puissante au quotidien. Et puis, on connaît, je ne reviendrai pas dessus, le coût des maladies pour la personne elle-même avec des mortalités précoces et puis toutes les complications. Donc, c'est pour ça que Diet and You existe. Et ce qu'on cherche à faire dans l'inscription dans le parcours de soins, c'est venir remplir cette case. On dit, je lisais une étude qui disait qu'entre 2 visites médicales, le patient passe environ 150 heures à gérer sa maladie tout seul. Et il aura eu sa visite, il en aura une autre dans 3 mois, mais pendant ces visites-là, il ne va pas pouvoir tout traiter et tout apprendre. Donc on passe de 150 heures de gestion autonome de la maladie en étant non assisté à 150 heures en gestion assistée. Alors comment on fait ça? On peut se positionner comme un service de santé qui va pour le patient contribuer à sa qualité de vie, qui va pouvoir aussi restituer des choses à son professionnel de santé, pour boucler la boucle, et enrichir la relation prescripteur, les professionnels de santé, patient, et puis laboratoire, où on va dire tout ce qui est dispositifs médicaux et suivi glycémie, insuline, ou les médicaments. Alors pour ça, on a une première étape qui est la sélection et paramétrage du bon programme pour le patient. Ensuite, au quotidien, mon coaching, c'est vraiment très très large, c'est l'accompagner et puis l'éduquer sur quoi manger, combien manger, et enfin pouvoir restituer soit au patient lui-même, soit à son médecin, la manière dont il a mangé, et puis des indications sur son profil de santé. Si je rentre un petit peu plus dans le détail, mais je n'irai pas trop loin parce qu'on n'aura pas le temps là, je vous donne juste quelques visuels ici. Vous voyez, on peut choisir en fonction de son profil de santé, même pluripathologie, le bon programme. Et derrière un programme, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y aura des listes de courses, des recettes, des menus, même un générateur de repas, etc., des suggestions et des leçons éducatives qui seront adaptées. Ensuite, la personne va avoir accès, je sais cliquer sur la bonne flèche, elle va avoir accès à son support nutritionnel, donc tout ce que je viens d'évoquer, avec les listes d'aliments, les menus, etc. Et puis, elle va pouvoir piloter ses apports en macronutriments repas par repas, si elle le souhaite. Et si elle veut, elle peut avoir une approche extrêmement guidée, comme suivre un menu préétabli qu'on va recalculer pour elle, ou bien avoir une liberté totale, pouvoir dicter par exemple à son téléphone. Et là, le téléphone va dire, eh bien, si c'est ça que tu veux manger, voilà les quantités, voilà comment mixer ces aliments, pour avoir une approche, un profil, on va dire, répartition des macronutriments qui soit la meilleure. Le support éducatif va consister en des petites leçons. On va dire qu'on a digéré en une dizaine d'heures de lecture des petites leçons qui se lisent en 1 minute sur différentes thématiques à prendre, comme dans une approche à tiroir, sur différentes thématiques autour des maladies chroniques et de la nutrition. Et la personne, du coup, va pouvoir s'éduquer au rythme qu'elle souhaite. Et enfin, on va pouvoir restituer au professionnel de santé des informations, puisque la personne peut saisir des automesures ou saisir des analyses médicales comme sous forme d'un carnet en fait, électronique dans son application. Et quand on va restituer les rapports
sur la manière de manger sur les périodes passées, on va pouvoir mettre en relation l'évolution des constances. Comment on se positionne par rapport à d'autres applis, puisqu'il en existe? La partie du haut sur un fond clair, ce sont les applications plutôt anglophones, plutôt américaines, orientées autour du diabète, qui ont des propositions de régime et d'éducation nutritionnelle, évidemment. Là, on va chercher, nous, à se positionner sur un peu plus d'innovation, un peu plus de conseils en temps réel sur la manière de manger, parce que ces applications sont souvent en fait le lien avec un diététicien, et ça me permet d'expliquer qu'on ne cherche pas à remplacer le diététicien, vous l'avez compris, on cherche à prolonger le service du diététicien avec le même bagage scientifique quand le patient est tout seul. Et sur la partie du bas, en bleu foncé, ce sont plutôt les concurrents de notre appli grand public que j'ai évoqué au départ, qui est déjà dans l'App Store, Diet Sensor. Et eux, vous voyez bien qu'il y a des croix partout, on n'a pas du tout la même approche. Ce sont les fameuses applications qui sont souvent détournées par les diabétiques pour l'utiliser en cas de gestion de leur diabète parce qu'elles sont très connues, qu'elles sont disponibles en français et malheureusement elles ne sont pas faites pour ça et elles ne sont pas non plus faites avec des scientifiques, avec des approches scientifiques. Elles n'ont pas d'éducation thérapeutique. Donc, vous voyez bien la différence, je l'ai mis dans un slide après. Voilà. Le paquet à gauche, c'est le paquet anglophone orienté anglais seul et dans le cadran supérieur qui est plutôt support aux maladies chroniques. Et le pavé du bas, c'est plutôt tout ce qui va être wellness grand public et plutôt international, mais pas du tout orienté sur la maladie chronique. Et Diet & You va venir se positionner donc ici en haut à droite. Voilà, pour finir, on sait bien qu'il existe pléthore de services et d'applications notamment, ou de sites web autour des services de santé. Moi, j'aurais tendance à dire que les services qui commencent à marcher, qui sont bien connus du grand public, ils nécessitent deux choses. Ils nécessitent d'être extrêmement aboutis. Alors, je prends l'exemple par exemple de MySugar, qui avait été racheté par Roche et qui aujourd'hui fait des dizaines de milliers de téléchargements, avec probablement des dizaines ou de milliers de marketing mensuels d'euros. Et à côté de ça, est proposé par un laboratoire, Roche, en complément de ses pompes, check, etc. Donc, c'est ce mariage savoir-faire avec un design très abouti et une capacité à se faire connaître, donc marketing, grand public, parce que nos patients sont aussi des acteurs, des clients du grand public, une approche qui sait aller se tailler une place, on va dire, dans le top des applis, avec ses savoir-faire marketing et design, et en plus, un vrai solide partenariat avec des acteurs comme Roche ici, dans le monde du diabète. C'est un peu ça que nous on cherche à faire. On n'a pas encore de partenaire à ce niveau-là, mais on va de toute façon aller proposer notre solution au grand public via les canaux comme on sait faire sur les réseaux sociaux, autres comme Diet Sensor. Et on est en recherche donc, de partenaires pour pouvoir aller proposer ça en complément à des médicaments ou à des dispositifs médicaux. Je vous remercie. Et je prends des questions s'il y en a. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je ne pense pas qu'on est pour l'instant dans le chat. Est-ce que les gens autour de la table ici... Et donc le modèle économique de l'application? Alors le modèle économique, sur notre application Diet Sensor grand public, c'est purement du premium. Donc on télécharge l'appli gratuitement et on paye l'équivalent d'une consultation diététique pour avoir l'application 1 an. Donc le but c'est de rendre accessible, on disait tout à l'heure aussi, on va dire low cost, le fait d'avoir un service diététique sans avoir à payer toute l'année des choses qui ne sont pas remboursées. Voilà. Sur la partie Diet & You, ce n'est pas complètement établi, mais a priori, on aurait aussi sur la partie où on va pousser nous-mêmes aux patients un modèle premium de cette manière-là. Les tarifs ne sont pas encore établis. Et sur la partie en partenariat avec des acteurs du monde de la santé, ce n'est pas là qu'on va chercher à gagner notre vie, c'est plutôt là qu'on va chercher à répondre à notre vocation initiale qui était d'éduquer un maximum de patients qui en ont besoin, au moment où ils en ont besoin, et pas forcément faire de l'argent. Donc, il faudra nous défrayer, il faudra qu'on s'entraîne dans nos charges tout simplement, mais on ne va pas chercher à faire beaucoup de marketing. Il faut que ce soit gratuit pour les patients, ça c'est une conviction à ce niveau-là. Voilà, on gagnera notre vie par ailleurs sur le wellness, la gestion du poids. On a ce qu'il faut pour aller lancer les aspects marketing avec des centaines de milliers d'euros de marketing. De l'autre côté, Diet & You en laboratoire, avec des labos ou avec des acteurs de la santé, il faut que ce soit gratuit pour le patient. Je vais poser une question. Bien sûr. Ah oui, si, les données d'utilisation sur Diet Sensor, combien il y a eu de téléchargements, combien de temps les gens utilisent l'application, parce que vous avez un web, le travail de recensement que vous avez fait, mais une des problématiques, c'est qu'il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup d'applications qui sont téléchargées, puis après qui sont abandonnées. J'aurais voulu vous poser la même question, mais comme je ne sais pas.
Non, j'ai quand même des éléments de réponse. Non, c'est une vraie question, le temps d'utilisation, etc. Nous, au début, on en est à 1 demi-million de téléchargements, mais on n'a pas encore fait beaucoup de marketing. Notre objectif, c'est de faire 1 demi-million, si possible, par mois. Donc voilà, quand on va accélérer sur les aspects marketing et lancer les budgets, etc., ça va être plutôt de cet ordre-là. Les grosses applis que je vous ai montrées, elles font 1 demi-million, 1 million, 2, 3 millions de nouveaux utilisateurs par mois. D'accord? Vous avez raison, il y en a plein qui viennent voir, quand vous entrez dans un magasin, que vous ressortez sans acheter. Il y en a beaucoup qui rentrent chez nous, qui viennent voir, qui repartent. Il faut savoir que dans les App Store, 2% restent au long cours, voire payent dans une application. Donc, c'est des taux standards. Nous, on est un peu plus que ça. Mais évidemment, il y a des gens qui viennent et qui reviendront plus tard. Il y a énormément de gens qui sont venus il y a 1 an, il y a 2 ans et qui reviennent. Donc voilà, c'est un petit pourcentage de ceux qu'on va capter qui vont revenir et s'en servir régulièrement. Merci. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions. Je ne vois pas de ce côté-là. Aline, vous voulez prendre la parole? Non, c'était pour dire à Rémi que s'il souhaitait ajouter des serious games d'éducation thérapeutique dans son appli ou réfléchir aux éléments au levier de gamification, je trouve l'outil très intéressant. Voilà. D'accord. Merci Aline, on prendra contact. Et donc aujourd'hui, vous êtes très axé sur la nutrition. Est-ce qu'il y a une étape suivante en termes de captation de savoir scientifique? On pense qu'il faut qu'on reste ancré sur la nutrition si c'est complexe. On le fait en 7 langues. On a des bases de données pour 80 pays. La base de données est en 20 langues elle-même. Il y a le chinois, il y a l'arabe, il y a vraiment de quoi faire. Je pense qu'on a de quoi faire pour que le produit soit utile au niveau global, au niveau mondial. Et on traite, je l'ai peu dit, mais l'activité physique, pas sous forme de conseil, mais sous forme de tracking, combien je dépense en calories. Et on a quelques ponts faits avec des applications du type de Diapi Lab qui calcule les bolus, etc. On peut faire des ponts avec des acteurs dont le cœur du savoir, ça va être l'IF, ça va être, je sais pas moi, le suivi des courbes de glycémie et autres. On va rester nous, toujours sur notre vocation nutrition et éducation thérapeutique. Ça répond à l'autre de mes questions qui était de savoir si des ponts, pardon, des connexions avec d'autres outils. C'est assez facile à faire, oui. Il faudra qu'on en fasse. Effectivement, on revient un petit peu sur la discussion qu'on avait eue sur la multiplicité des applications et sur les interconnexions entre les différentes applications. Il faut qu'il y a quelque chose qui est très compliqué et dans tous les domaines, on voit que que ce soit les patients ou les consommateurs sont perdus dans un champ d'applications qui sont toutes sensiblement identiques mais toutes différentes à la fois. C'est ça, il faut prendre du temps pour benchmarker, regarder celle qui nous plaît. Après, en général, on va prendre une appli qu'on va rester avec, mais on prend en général une appli qui est bonne sur un sujet parce que c'est la meilleure et elle ne peut pas être meilleure dans tout. Donc, on va souvent avoir un patchwork d'applications et ça, c'est assez admis par tout le monde que sur nos iPhones, sur nos téléphones, il y a une appli par sujet, quoi. Et c'est pas vraiment choquant d'avoir une appli sur la nutrition, une autre pour gérer glycémie, insuline, calculer le bonus. Voilà, ça s'en est bien tant qu'elles se parlent entre elles qu'on évite des ressaisies. C'est exactement ça. Ouais. Et ça, on le fait via des interfaces en fait, qui sont intégrées dans les téléphones, comme l'appli Health de Apple ou Google Fit de Google. On peut passer les informations de l'un à l'autre très facilement. Vous êtes une équipe de combien? 10. D'accord. Et 10, vous arrivez à gérer toutes les bases de données? On les achète, les bases de données d'aliments, 1 million d'aliments en 80 pays, 20 langues, c'est pas nous qui l'avons fait. Ouais. Nous, on se concentre sur le conseil qui va venir au-dessus et l'éducation thérapeutique qu'on fabrique avec des médecins, diététiciens et développeurs. Voilà. Merci beaucoup. On a fait le tour des principales présentations. Je vais peut-être céder la parole quelques instants à la collègue Claire qui va faire 2-3 mots sur le menu, les prochaines choses pour Presidiam. Du coup, oui, au sein de Presidiam, on anime un club d'industriels qui s'appelle Presidiam Initiative. Donc, ce webinaire fait partie des animations qu'on propose aux adhérents de ce club. Et on a également une autre animation qui aura lieu fin juin, qui sont les Away Days, destinés donc aux adhérents du club de Presidiam Initiative.
Est-ce que vous nous entendez si on passe par mon PC? Bah voilà. Vous nous entendez? Ouais, ok. Du coup, alors je ne sais pas où est-ce que vous vous êtes arrêté. Ok. Bon, alors je recommence. Donc je ne sais pas où vous étiez arrêté, mais du coup pour Presidiab Initiative, donc on va se retrouver 2 jours à Bruges sur les thèmes de l'intelligence artificielle et le 2e jour sur les thèmes des essais cliniques et les données générées lors de ces essais cliniques en lien avec l'intelligence artificielle. Donc certains d'entre vous y participent, ou si d'autres personnes sont intéressées parmi les adhérents, vous pouvez nous contacter. Et si vous êtes aussi intéressé pour avoir des informations sur Club Presidiab Initiative, n'hésitez pas à nous contacter, moi, Pierre-Yves ou Mathias. On pourra vous renseigner sur en quoi ça consiste et quelles actions sont réalisées au sein de ce club pour l'animation. Voilà. Pour ce qui concerne le second semestre de l'année 2022, on est en cours de calage du programme des prochaines animations. Donc, vous en aurez connaissance très prochainement, au moins par nos newsletters. Et puis, comme toujours, on est à votre disposition. Maintenant, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, puisque on a fait le tour de notre sujet du jour. Il est 16h31 pile, donc on a presque pas débordé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci.